La chute du rêve américain, l'affaire Andren McDonald. San Antonio, Texas, une ville connue pour sa culture vibrante et sa fierté militaire, était le foyer d'un couple qui incarnait le rêve américain. Le Major Andren McDonald, un officier décoré de l'US Air Force, et sa femme Andren McDonald, une entrepreneure dynamique, formaient un couple modèle. Ensemble, ils avaient bâti une entreprise prospère qui finançait leur style de vie glamour avec des voitures de luxe, des vacances somptueuses et une maison spacieuse reflétant leur succès. Mais derrière cette façade impeccable, des fissures commençaient à apparaître. À l'hiver 2019, l'impensable s'est produit. Andren McDonald, la étoile montante aimée de sa communauté, a disparu sans laisser de traces. Ses amis et sa famille ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Parmi eux, Mandy Hall, une amie proche qui avait toujours admiré la détermination et la personnalité vibrante d'Andren. « Je me souviens, comme une panique qui s'est installée », se rappelle Mandy, la voix teintée de peur et d'incrédulité qui a envahi ceux qui connaissaient bien Andren. Andren n'est pas le genre de personne à partir quelque part sans que personne ne sache où elle est. La disparition d'Andren a déclenché une recherche urgente. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, les questions se multipliaient. Où était Andren? Et plus troublante encore, quel rôle avait joué son mari, le Major Andren McDonald, apparemment dévoué dans son absence soudaine? À mesure que les enquêteurs dénouaient les fils de la vie des McDonald, un récit glaçant a commencé à se dévoiler. Un récit de tensions domestiques, de disputes croissantes et d'un mariage qui avait sombré dans une fin toxique et mortelle. Les images de surveillance, les relevés de cartes de crédit et une série de recherches Internet inquiétantes ont révélé un complot sinistre. Les traces de sang de la trahison, l'affaire Andren McDonald. C'était un après-midi tranquille du 1er mars 2019 dans une communauté résidentielle haut de gamme de San Antonio, au Texas, un quartier où des maisons luxueuses bordaient des rues impeccablement entretenues et où les familles se sentaient en sécurité derrière les portails de leur résidence. Mais ce jour-là, une atmosphère lourde planait alors qu'un adjoint du shérif du comté de Bexar s'approchait de la maison des McDonald. Andren McDonald, une entrepreneure de 29 ans et membre chérie de la communauté, avait été déclarée disparue par sa mère inquiète, Maureen. À l'intérieur de la maison, les signes de l'absence soudaine d'Andren étaient troublants. L'enquêteur Frank Stubbs, appelé sur les lieux, commença à fouiller méticuleusement la maison. Il remarqua quelque chose de dérangeant. Le sac à main d'Andren était toujours là. Ses clés reposaient sur le comptoir de la cuisine et ses voitures étaient garées dans l'allée. C'était comme si Andren s'était volatilisé, abandonnant tous les éléments essentiels de sa vie quotidienne. Pour Stubbs, un enquêteur chevronné, la scène était tout sauf ordinaire. En continuant de scruter la maison, Stubbs fit une découverte qui fit monter son instinct d'enquêteur. « J'ai trouvé du sang sur le mur dans une zone un peu étrange », se souvient-il, la voix tendue par la gravité de sa découverte. Il y avait du sang et des cheveux sur un interrupteur. La scène était saisissante, même pour un enquêteur expérimenté. Les petites éclaboussures de sang révélaient une lutte violente et les implications étaient glaçantes. Ce n'était pas seulement une affaire de disparition, c'était la scène de quelque chose de bien plus sombre. Les traces de sang sur le mur et les cheveux sur l'interrupteur racontaient une histoire qu'Andren ne pouvait plus raconter. Tandis que les équipes médico-légales investissaient la maison des McDonald, chaque découverte brossait un tableau encore plus sombre de ce qui s'était passé entre ces murs. Les enquêteurs tournèrent rapidement leur attention vers le mari d'Andren, Andren McDonald, un major de l'US Air Force, dont le comportement durant l'enquête allait soulever encore plus de soupçons. Tandis qu'Andre gardait son calme, les preuves commençaient à suggérer que son apparence soignée dissimulait une réalité violente. Les signes d'une lutte, les surfaces nettoyées à la hâte et les réponses évasives d'Andre pointaient vers un récit de tensions domestiques qui avait dégénéré en violence. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, la communauté observait avec incrédulité. Comment une telle horreur pouvait-elle exister derrière les murs de l'un des leurs? L'ancienne maison idyllique des McDonald était maintenant une scène de crime.
et la recherche d'Andrine s'était transformée en une quête de justice. Avec chaque pièce de preuve, la vérité glaçante commençait à émerger. Ce qui était arrivé à Andrine McDonald n'était pas un accident, mais le résultat d'une confrontation mortelle qui entrait à jamais ceux qui l'aimaient. Dans les jours qui suivirent, amis et famille furent confrontés à une réalité dévastatrice. Une jeune mère, une femme d'affaires prospère et une fille chérie avaient été emportées de la manière la plus brutale. Et à mesure que la bataille judiciaire se déroulait, il devenait clair que l'histoire d'Andrine McDonald n'était pas seulement celle d'une personne disparue. C'était un rappel terrifiant de la rapidité avec laquelle une vie apparemment parfaite pouvait se transformer en cauchemar. L'après-midi du 1er mars 2019, une vague de panique a balayé une communauté résidentielle huppée de San Antonio, Texas. Andrine McDonald, une entrepreneure de 29 ans, connue pour son esprit vibrant et ses entreprises prospères, avait été signalée disparue par sa mère désemparée, Maureen Smith. Lorsqu'un adjoint du shérif du comté de Bexar est arrivé au domicile des McDonald, l'image parfaite du quartier a été brisée par un sentiment grandissant d'effroi. En entrant dans la maison élégante, le député a été confronté à une scène troublante. En quelques minutes, il remarqua des taches de sang sur le mur et des mèches de cheveux collées à un interrupteur. Un contraste saisissant avec la maison impeccable qu'Andrine avait toujours entretenue. Ces petits détails, horrifiants, laissaient supposer qu'une violente altercation s'était déroulée entre ces murs. Mais les découvertes glaçantes ne s'arrêtaient pas là. En se déplaçant vers l'arrière-cour, le jardin habituellement bien entretenu révéla un autre indice troublant. Un tas de cendres, formé de manière aléatoire et hors de propos au milieu du paysage soigneusement aménagé. Alors que les enquêteurs fouillaient les cendres, Maureen fit une découverte déchirante. « Nous avons trouvé une fermeture éclair d'un chemisier d'Andrine », se souvient Maureen, sa voix brisée sous le poids de cette réalisation. « C'était le chemisier d'Andrine ?» demanda Peter Van Sant, essayant de reconstituer le puzzle macabre, confirma Maureen, luttant contre les larmes. Les restes du chemisier n'étaient pas qu'un simple tissu, mais un rappel douloureux de l'absence soudaine et mystérieuse d'Andrine. Interrogé, le mari d'Andrine, Andre Andy McDonald, un major de l'US Air Force, resta calme et impassible. Il expliqua au député qu'il s'était levé tôt ce matin-là, avait préparé leur jeune fille Alaina pour l'école, puis s'était rendu à son travail à la base aérienne de Lackland, où il servait comme analyste en cyberguerre. C'était une journée de routine, affirma-t-il. Mais pour les enquêteurs, son récit ne tenait pas la route. Le comportement d'Andre était inquiétamment serein. Alors que la maison et le jardin portaient les signes d'une lutte, il parlait avec le détachement d'un homme qui suivait simplement une routine. Pour le monde extérieur, Andre était un père dévoué et un officier respecté. Mais derrière les portes closes, le tas de cendres, les taches de sang et les traces des vêtements d'Andrine racontaient une histoire bien plus sinistre. À mesure que l'enquête s'intensifiait, les explications d'Andre commençaient à se déliter. La communauté, autrefois captivée par le succès de la famille McDonald, observait avec stupéfaction, tandis que l'affaire se transformait en un enchevêtrement de mensonges, de trahisons et de violences. Que s'était-il passé dans les heures avant la disparition d'Andrine? Et pourquoi son mari semblait-il si étrangement calme face à des preuves aussi accablantes? La maison des McDonald, autrefois symbole de réussite et de famille, était devenue le théâtre d'un sombre mystère. Un mystère qui laisserait amis, famille et toute une communauté aux prises avec une vérité terrifiante. Et alors que la recherche d'Andrine se poursuivait, une question restait plus pressante que toutes les autres. L'homme qui avait promis de l'aimer et de la protéger avait-il été celui qui l'avait trahi de la manière la plus inimaginable? La disparition d'Andrine McDonald. L'enquête sur la disparition d'Andrine McDonald a pris un tournant inquiétant lorsque Maureen Smith, la mère d'Andrine, a fait une découverte glaçante. En fouillant dans les cendres d'un tas de brûlis improvisés dans le jardin des McDonald, Maureen a aperçu quelque chose qui lui a glacé le sang. Une fermeture éclair. Nous avons trouvé une fermeture éclair d'un chemisier d'Andrine, se souvient Maureen, la voix lourde de chagrin et de désarroi. C'était le chemisier d'Andrine,
demanda Peter Van Sant, tentant de saisir la gravité de ses paroles, confirma Moraine, sa voix se brisant alors que la réalité de l'absence de sa fille devenait de plus en plus sombre. Au milieu des soupçons croissants, André Andy MacDonald, le mari d'Andrine, tenta de garder son sang-froid. Il expliqua aux adjoints qu'il avait suivi sa routine habituelle ce matin-là. Se lever, préparer leur jeune fille Alaina pour l'école, puis se rendre à son travail à la base aérienne de Lackland, où il travaillait comme analyste en cyberguerre. Mais lorsqu'il apprit qu'Andrine avait disparu, Andre affirma qu'il s'était précipité chez lui, paniqué. Cependant, Andre ne resta pas longtemps. Poussé par une intuition, il quitta à nouveau la maison, soupçonnant qu'Andrine, qui souffrait souvent de migraines sévères, avait pu se rendre dans un hôpital à proximité pour se faire soigner. Ses actions étaient rapides et semblaient motivées par l'inquiétude, mais quelque chose dans son comportement ne collait pas. L'enquêteur principal, Frank Stubbs, examina les images de surveillance de l'hôpital, espérant y trouver des réponses. La vidéo granuleuse montrait Andre franchissant les portes de l'hôpital, le visage marqué par l'urgence. Sur cette bande, il entre, on le voit, demandant pour MacDonald, et ils lui disent qu'il y a quelqu'un dans la chambre 3 nommé MacDonald, expliqua Stubbs. Cela semblait être une percée dans l'affaire, un moment d'espoir qu'Andrine soit en sécurité. Mais cet espoir fut de courte durée. Lorsque André retourna chez lui, il annonça à la famille et aux adjoints qu'il avait retrouvé Andrine à l'hôpital. Pourtant, des doutes surgirent rapidement lorsque l'adjoint sur place décida de vérifier les affirmations d'Andre. Un coup de téléphone à l'hôpital confirma leur pire crainte. La personne nommée MacDonald qui avait été admise n'était pas Andrine. C'était quelqu'un d'autre, et le mystère de la disparition d'Andrine restait entier. Confronté à la situation, les explications d'Andre devinrent encore plus floues. Il prétendit être rentré chez lui avant de voir Andrine parce qu'il avait oublié son téléphone portable et qu'il voulait prévenir Maureen qu'il avait prétendument retrouvé sa fille. L'histoire était confuse, pleine d'incohérences qui ne firent qu'intensifier les soupçons des enquêteurs. Le shérif Javier Salazar du bureau du shérif du comté de Bexar écouta attentivement, notant comment le récit d'André continuait de changer, chaque version soulevant plus de questions qu'elle n'en résolvait. Pour Salazar et son équipe, le comportement d'Andre n'était pas seulement étrange, c'était un réseau de tromperies soigneusement tissé. Chaque heure qui passait rendait le dossier contre Andre MacDonald de plus en plus accablant. Ce qui avait commencé comme une recherche désespérée d'une femme disparue se transformait lentement en un récit de mensonges, de manipulation et de trahison. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas et les enquêteurs devaient démêler le récit tordu construit par un homme dont le calme apparent masquait une vérité bien plus sombre. Alors que la recherche d'Andrine continuait, une question persistait. Le comportement erratique d'Andre MacDonald était-il dicté par la panique et la confusion? Ou étaient-ce les actions calculées d'un homme cherchant à brouiller les pistes? La réponse révélerait finalement la réalité glaçante de ce qui était arrivé à Andrine MacDonald et exposerait la tromperie au cœur de sa disparition. À mesure que la recherche d'Andrine MacDonald s'intensifiait, le sentiment de crainte ne faisait que grandir. Le shérif Javier Salazar, du bureau du shérif du comté de Bexar, se souvenait du moment où l'espoir semblait à portée de main. Andre MacDonald, le mari d'Andrine, s'était précipité à l'hôpital sur une intuition, croyant que sa femme s'y trouvait, blessée mais vivante. Il avait des raisons de penser qu'elle était là et blessée dans une certaine mesure, se remémora le shérif Salazar. Mais cet espoir fut vite anéanti. La femme à l'hôpital n'était pas Andrine. C'était une impasse. Pour Maureen Smith, la mère d'Andrine, la nouvelle fut dévastatrice. Quand j'ai entendu ça, oh mon Dieu, j'étais tellement bouleversée. Je pensais juste qu'elle était quelque part où nous pouvions la retrouver, dit Maureen, la voix brisée. L'incertitude était insupportable et la peur de l'inconnu grandissait de jour en jour. Pendant ce temps, la belle-mère d'Andrine, Jackie Hearn, confrontait ses propres angoisses depuis son domicile en Floride. Frénétique et désespérée, elle appelait sans relâche le téléphone d'Andrine, espérant, contre toute attente, une réponse. « J'ai déjà appelé le téléphone d'Andrine 1 millier de fois, disant «
Andren, quoi qu'il en soit, s'il te plaît, rappelle-moi, supplia Jackie. Mais il n'y avait que le silence. Ce qui hantait tout le monde, c'était le simple fait qu'Andren MacDonald ne disparaîtrait jamais sans raison. Connue pour son sens inébranlable des responsabilités, elle était une mère, une épouse et une femme d'affaires dévouée. Andren était la dernière personne que l'on s'attendait à voir quitter sa vie sans explication. Elle était toujours fiable, toujours là pour sa famille et son entreprise, nota le shérif Salazar. Disparaître, ce n'était tout simplement pas dans sa nature. La détermination d'Andreen était visible dans tout ce qu'elle entreprenait. À l'âge de 22 ans, elle avait fondé Starlight Homes, une entreprise de soins assistés à San Antonio, avec une vision bien en avance sur son temps. Ambitieuse et déterminée, Andreen transforma sa passion en une entreprise florissante qui changea la vie de nombreuses familles. Peter Vincent demanda « Comment décririez-vous Andren ?» Andren était une visionnaire, répondit Andrew Russell, un proche ami d'Andrew MacDonald. Elle n'était pas seulement une rêveuse, elle agissait, elle réalisait les choses. Mais le succès d'Andren n'était pas le fruit de son seul travail. Elle avait un partenaire en son mari, Andre. Selon Russell, Andre avait fait de grands sacrifices pour aider à concrétiser le rêve d'Andren. Pour lancer l'entreprise, Andre, il a liquidé son 401K et il a vendu la BMW qu'il possédait, expliqua Russell. Le soutien d'Andre était inébranlable et ensemble, ils bâtirent quelque chose d'extraordinaire. Ils allaient si bien, ajouta Jackie Arn, visiblement fière. Ils faisaient tout ce qui rendrait n'importe quelle mère fière. Sous la direction d'Andren, Starlight Homes prospéra. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise à domicile se transforma en un empire multimillionnaire en seulement 7 ans. C'était un témoignage du travail acharné, de la vision et de la ténacité d'Andreen. Mais aujourd'hui, cette entreprise florissante restait un rappel douloureux de la femme qui l'avait bâtie et des nombreuses questions sans réponse entourant sa disparition soudaine. La famille MacDonald, autrefois perçue comme l'incarnation du succès et de l'unité, était maintenant plongée dans l'incertitude. Le mystère de ce qui était arrivé à Andreen planait lourdement, laissant chacun à la recherche de réponses qui semblaient hors de portée. Alors que l'enquête se poursuivait, la vérité sur le sort d'Andreen restait insaisissable, jetant une ombre sombre sur l'empire qu'elle avait soigneusement bâti et sur la famille qu'elle chérissait. Alors que les enquêteurs plongeaient plus profondément dans la disparition d'Andreen MacDonald, un portrait troublant d'un mariage en plein naufrage commençait à émerger. Les preuves se trouvaient dans les messages textuels découverts sur le téléphone d'Andrew MacDonald. Des messages révélant une relation marquée par des accusations, de la méfiance et les ombres persistantes de trahison passée. Peter Vincent aborda le sujet frontalement. Accusation d'infidélité dans ces messages? C'est bien cela? C'est exact, confirma l'enquêteur principal, Frank Stubbs. Vincent tendit à Stubbs une copie imprimée des messages. Nous avons une copie imprimée. Pourriez-vous lire ces messages depuis son téléphone? Stubbs prit une profonde inspiration avant de lire à haute voix l'échange tendu entre Andre et Andren. Andren répond « Si tu reparles d'Aubin, je te demanderai le divorce moi-même. » Le nom Aubin était une source constante de conflits dans leur mariage. Aubin Hall, un homme d'affaires vivant à Port Antonio, en Jamaïque, n'était pas seulement un souvenir du passé d'Andreen. Il était son ancien petit ami et, selon l'enquête, potentiellement son amant actuel. Les enquêteurs ont révélé qu'Andreen et Aubin s'est fréquentées lorsqu'elle était adolescente et leur relation s'était ravivée en 2017 lors d'un des voyages philanthropiques d'Andreen en Jamaïque. Les messages montraient qu'Andre, rongé par la jalousie, ne pouvait pas oublier le passé. En réponse à la menace de divorce d'Andreen, Andre riposta « Je m'en fiche si tu divorces. C'est toi qui as fait entrer Aubin dans notre vie. » La tension entre Andre et Andren avait atteint un point de rupture et les fissures de leur mariage étaient désormais visibles pour tous ceux qui observaient de près. Mais ce qui allait suivre était bien plus alarmant. Le lendemain, à 14 heures, un enquêteur sous couverture observant la maison des MacDonald remarqua quelque chose d'étrange. La porte du garage était endommagée et Andre reculait sa voiture hors de l'allée. Méfiant quant à ses mouvements,
l'enquêteur suivit Andre jusqu'à une armurerie à proximité. Des enquêteurs supplémentaires furent appelés sur les lieux et observèrent Andre entrer dans le magasin, puis en ressortir quelques instants plus tard avec un pistolet de 9 mm et une boîte de munitions. La vue d'Andre, un militaire visiblement sous pression, achetant une arme, provoqua une onde de choc parmi l'équipe d'enquête. Nous partions du principe qu'il achetait une arme probablement pour se faire du mal, expliqua Stubbs en revenant sur ces moments tendus. Alors que Andre retournait à sa voiture, les enquêteurs comprirent qu'ils devaient agir rapidement. Dans une intervention rapide et violente, ils confrontèrent Andre sur le parking, maîtrisant le major de l'Air Force au sol et le plaçant en détention avant qu'un drame ne puisse se produire. Ils le remirent aux autorités militaires, qui ordonnèrent immédiatement une évaluation mentale, reconnaissant l'état d'esprit fragile dans lequel Andre semblait être. Le procès d'Andre MacDonald. La salle d'audience était chargée de tension alors que les délibérations du jury s'éternisaient. Après des jours de témoignages, le poids de la décision pesait lourdement sur les jurés, qui se retrouvaient dans une impasse, incapables de parvenir à un verdict unanime. Le juge Frank Castro, conscient de la situation, invoqua ce qu'on appelle une instruction Allen, une dernière tentative exhortant les jurés à réexaminer attentivement les preuves et à s'efforcer d'atteindre un consensus, leur rappelant leur devoir de rendre justice. L'atmosphère dans la salle était palpable lorsque le jury reprit ses délibérations. Pendant 1 heure supplémentaire, ils examinèrent les preuves, se confrontant aux détails macabres de la mort d'Andrine MacDonald et du rôle d'Andre MacDonald dans cette tragédie. Finalement, le jury fit son retour et le moment de vérité était arrivé. « Monsieur MacDonald, veuillez vous lever avec votre avocat », ordonna le juge Castro d'une voix calme, dissimulant la gravité de ce qui allait suivre. La salle d'audience plongea dans le silence alors que le juge prononçait le verdict. Concernant l'accusation de meurtre, telle qu'elle figure dans l'acte d'accusation, le jury déclare l'accusé non coupable de l'infraction de meurtre. Tel qu'accusé dans l'acte d'accusation, coupable. Coupable de l'infraction d'homicide involontaire. Une vague de stupéfaction traversa la salle d'audience. Andre MacDonald avait été reconnu non coupable de meurtre, mais coupable d'une accusation moindre, l'homicide involontaire. Un verdict qui laissa beaucoup de monde abasourdi et indigné. Parmi les plus dévastés se trouvait Cindy Johnson, la sœur d'Andrine, qui peinait à contenir son incrédulité. « Homicide involontaire », répéta Cindy, la voix brisée par l'émotion. Après qu'il a parlé sans aucun remords, sans amour, rien du tout, et qu'il a utilisé un marteau, déshabillé ses vêtements, jeté de l'essence sur elle, brûlé son corps, et il lui donne l'homicide involontaire. C'est insensé. Je vais lutter avec cette pensée jusqu'à la fin de mes jours. Pour Cindy et les proches d'Andrine, le verdict fut une pilule amère à avaler. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner pour en découvrir davantage.